Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue chez Mwambi International Network dans la grande interview. Édition spéciale. Luca Attanasio, 43 ans, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, a été assassiné ce matin du lundi 22 février 2021 dans le parc national de Virunga. Un parc tant convoité, non pour ses gorilles de montagne, mais pour ses richesses, dont d'importantes réserves de pétrole. Un parc où Total, le multinational français, y détient un bloc de prospection. Le décès de l'ambassadeur italien doit nous rappeler d'autres décès sur le sol congolais. Le décès de deux experts onusiens, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan, tués dans le Kasaï en 2017. Mais aussi le décès de Dag Hammarskjöld, le diplomate suédois et patron de l'ONU, mort dans un crash aérien mystérieux le 18 septembre 1961. Souvenez-vous, Lumumba était Premier ministre. Qu'est-ce que tout ceci doit nous inspirer? Quelle image donne le Congo à l'extérieur? Pour analyser tout ceci, je reçois pour vous M. Freddy Mulumba, politologue, écrivain et auteur de plusieurs ouvrages, directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise, en sigle RTNC. Monsieur Freddy Mulumba, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, Monsieur Freddy Mulumba, l'ambassadeur italien assassiné au Congo en séjour. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? D'abord, il faut que j'apporte une précision. Je suis directeur général adjoint. D'accord. Mais ici, je parle en tant qu'intellectuel, que politologue. Je donne mon avis, mais qui n'engage pas la télévision nationale. Tout à fait. C'est très important. Je pense que sans les informations que nous avons eues, l'ambassadeur s'est déplacé sans que le gouvernement, donc ici du Kivu, le gouverneur soit au courant, sans que la police soit au courant, sans que l'armée soit au courant. Or, de ce côté-là, c'est une zone opérationnelle. Il y a trop de risques. Normalement, quand un ambassadeur se déplace, soit il est accompagné des troupes des Nations Unies. Si les troupes ne sont pas là, soit c'est la police ou bien l'armée congolaise, parce que c'est le territoire congolais. Ça n'a pas été le cas. Et ça pose beaucoup plus de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour éviter de spéculer, il faut attendre que les enquêtes soient menées par des services appropriés pour nous donner un peu la réalité. Donc, on ne peut pas aller au-delà pour éviter des spéculations. D'accord, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en même temps, quelle image ceci donne à l'extérieur du pays? Je viens de nommer là le premier secrétaire d'État, en fait, le secrétaire général de l'ONU, qui lui a été, qui est mort dans un crash d'avion en RDC. Il y a les deux experts des Nations Unies qui sont décédés en 2017. Et il n'y a que ces genres de nouvelles qui viennent du Congo. Qu'est-ce que cela peut donner comme image à l'extérieur du pays? Non, il ne faut pas parler de l'image. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire à tout le monde que le Congo, c'est un enjeu économique et géopolitique important. Ce qui signifie que ceux qui meurent ne meurent pas pour mourir. Il y a des enjeux derrière. Parce que, vous savez, c'est à Goma, à l'est, où il y a une grande concentration de ONG internationales. C'est à Goma où il y a la grande concentration des milices. C'est à Goma, donc à l'est du pays, où il y a la grande concentration des minéraux. Dans le Nord Kivu, dans la province du Nord Kivu. Donc, tout l'est du Congo, vous avez des milices. Tout l'est du Congo,
vous avez des ONG internationales qui sont nombreuses. Tout le reste du Congo, vous avez d'autres hommes d'affaires qui circulent. Il y a des mines. Et vous allez vous rendre compte que dans cette partie du Congo, au Congo, on ne parle que de l'Est, jamais de l'Ouest. Pourquoi ces gens, si réellement ils travaillaient dans les ONG internationales pour le Congo, pourquoi on ne peut pas partir en Bandaka? En Bandaka, il y a la misère. Pourquoi on ne part pas là-bas? Donc, ça signifie que l'Est du Congo, pour le moment, c'est un grand enjeu. Donc, on veut avoir le contrôle des minéraux, en dehors de tout ce qu'on discute humanitaire. Si vous partez à Goma, c'est à chaque coin de la rue, vous avez une ONG. Et aujourd'hui, à Goma, à l'est du Congo, il n'y a plus d'emploi. Donc, il n'y a plus d'emploi, il n'y a pas d'entreprise qui emploie en dehors des ONG. Et ceux qui sont dans les carrés miniers avec des milices. Donc, c'est une zone très, très complexe. Mais généralement, on vous parle des ONG, mais en réalité, il y a d'autres enjeux. Donc, c'est aux Congolais de comprendre et de faire comprendre les autres. Parce que les médias occidentaux ou bien étrangers ne donnent pas la véritable information. On va vous dire, les ONG sont là parce qu'il y a des gens qui meurent, on va les aider. Mais la réalité, c'est tout autre. Les ONG sont là pour masquer la présence des multinationales qui sont en complicité avec les rebelles ou bien des groupes armés qui exploitent les mines. Mais si cela, M. Freddy Mulumba, si cela est ainsi connu, pourquoi on n'arrive pas à traquer ces milices? Parce que je dois rappeler que nous avons une grande force internationale de l'ONU qui s'appelle la MONUSCO, qui est sur place et qui coûte presque $1 milliard par an pour sécuriser cette partie du pays. Pourquoi cette force-là ne peut pas traquer ces forces négatives? Je pense que si demain la guerre prend fin, vous n'aurez pas le coltan sur le marché international, dans le sens que tout passe par le Rwanda. Et si la guerre prend fin, vous n'aurez pas de gens qui vendent des armes. Parce qu'il faut dire que dans cette partie du Congo, il y a tout un marché qui est déclenché, qui est mis en place entre les vendeurs d'armes internationaux et les mercenaires et les comment on appelle ici, les troupes rebelles. Donc, il y a une complicité. Voilà pourquoi ça fait plus de 20 ans que cette guerre existe. La MONUSCO a toutes les armes possibles. La MONUSCO a des satellites. La MONUSCO a des drones. Mais chaque jour, on tue des Congolais. Chaque jour, les minéraux sont exploités. Ça passe par le Rwanda et l'Ouganda. Pouvez vous imaginer ce qui se passe aujourd'hui pas en Ituri, mais vers Beni. En discutant avec certains responsables, ils nous disent clairement que ce qui se passe à Beni, ça a des ramifications en Ouganda. Très bien connu. Pour le moment, à Beni, Butembo, c'est le contrôle des cacao qui fait que les gens qui sont sur place en Ouganda entretiennent des milices qui viennent tuer et voler les cacao et ça passe par l'Ouganda. Ça, c'est du côté du cacao. Mais aussi le problème de l'or, de coltan, ça passe par quel pays? Vous allez voir que tous ces groupes rebelles qu'on dit étrangers n'attaquent jamais leur propre pays. Ce sont des Congolais qu'on tue. Vous n'entendrez jamais qu'on a attaqué le régime de Kagame ou bien l'État rwandais. Vous n'entendrez jamais qu'il y a des rebelles, des groupes armés qui ont attaqué l'Ouganda. Mais ces gens qui se disent étrangers attaquent les Congolais. Donc il y a une complicité dans ces deux pays. Les régimes rwandais, tout comme les régimes ougandais, ne peuvent pas survivre si la guerre prend fin. Alors, est-ce que ce n'est pas une fatalité quand on dit que ces régimes-là ne peuvent pas vivre ou survivre si la guerre prend fin? Donc, c'est-à-dire que la guerre ne prendra jamais fin en RDC. Non, je pense que la guerre prendra fin en RDC
quand il y aura changement des acteurs sur le plan géopolitique. Je prends l'exemple, pour l'exemple de la guerre, donc la cession du Katanga. Quand Tshombe avait fait la sécession au Katanga, il y avait la Société Générale de Belgique, l'Union minière du Katanga, qui soutenait. Toutes les puissances occidentales étaient derrière, surtout francophones, donc en Belgique tout comme en France. Tout le monde était derrière. C'est quand Lumumba est décédé. Les Américains ne voyaient pas l'importance de couper les Katanga du Congo. Donc la mort de Lumumba a fait que la stratégie des Américains a changé. Donc, les Américains ont vu qu'on gagnerait beaucoup plus avec un Congo uni et qu'avec un Congo divisé. Parce que le Congo divisé profitait beaucoup plus aux multinationales belges et françaises. Donc, pour les grands stratèges américains, ce n'est pas profitable pour l'Amérique. Voilà pourquoi on a cassé la gestion du Katanga. Donc, il y a eu quand même changement d'acteur parce qu'avec l'arrivée de John Kennedy, les choses avaient beaucoup changé. Prenons notre cas aujourd'hui. Quand la guerre a commencé, c'était sous Bill Clinton. Sous Bill Clinton, cette guerre avait un objectif d'abord de mettre la main sur les richesses et d'imposer le Congo. L'arrivée d'Obama au pouvoir a bouleversé la donne. Imaginez-vous, depuis qu'Obama est arrivé au pouvoir, il n'y a pas eu un grand homme d'État, je peux dire, ni secrétaire d'État, ni de la Défense, du Pentagone, n'est passé par Kigali. Il y a eu un symbole. Quand Hillary Clinton est passée ici, sous Obama, Paul Kagame est obligé de traverser Goma, arriver à Goma. Donc, c'est le président Kabila qui l'a reçu. Parce qu'il y a eu changement de politique étrangère donc sur l'Afrique et sur le Congo en Amérique. Donc, Obama, l'effet Trump vient, il va encore enfoncer le clou. Dans leurs calculs, actuellement, selon les stratégies américains, le Congo doit reprendre la place qu'il avait durant la guerre froide. Parce qu'on se trouve dans d'autres conditions aujourd'hui. Et les Américains ont besoin d'un Congo stable, puissant, avec un leadership politique très puissant pour commencer à travailler par rapport à leurs intérêts. Parce que l'enjeu ici, ce ne sont pas les régimes africains ou bien congolais. L'enjeu, c'est comment contrecarrer la Chine. Dans leur combat, dans la guerre entre donc la Chine et l'Amérique, et la Russie aussi, la guerre de leadership, les Américains ont pris à peu près 6 États en Afrique. Vous avez le Maroc, vous avez l'Égypte, vous avez le Nigeria, vous avez le Congo, vous avez le Kenya, vous avez l'Afrique du Sud, et vous avez l'Éthiopie. Des grands pays. Hein? Des grands pays. Or, durant Bill Clinton, on donnait beaucoup plus d'importance aux petits pays. Ils sont petits, ils sont bien gérés, c'est le modèle. Maintenant, la donne a changé. On a besoin de grands pays stables sur lesquels la politique étrangère américaine sera, comment dirais-je, pas imposée, mais bâtie, oui. Donc, il y a un changement de politique étrangère chez les Américains. Voilà pourquoi que peut-être, avec le temps, cette guerre à l'Est va terminer. D'ailleurs, le président Tshisekedi a signé un accord avec l'armée américaine pour s'occuper de ce qui se passe à l'Est. Parce que les Américains se rendent compte, dans cette confusion, c'est tout ce qui passe, ça entretient, donc je dirais un peu des contrebandes. Ça passe par le Rwanda, par l'Ouganda, ça part en Chine. Or, leur problème, c'est comment barrer la route à la Chine. Donc, ça, c'est selon les intérêts américains. Donc, généralement, aujourd'hui, vous allez voir que on ne s'intéresse plus ni à Museveni, ni à Kagame. Donc, la donne a changé. Mais en même temps, M. Freddy Mulumba, il y a un moment que le président congolais, Félix Tshisekedi, était en déplacement à Londres, où il a dit devant les Congolais là-bas que les problèmes à l'est du pays,
c'est surtout aussi les Congolais qui sont impliqués dedans et qui tuent leurs frères et sœurs congolais. Parce qu'ils font aussi la mafia. Oui, mais je pense qu'il a été clair. Il est parti plus loin pour dire que la mafia s'est installée. Donc, s'il y a guerre à l'Est, il y a des complices congolais qui sont au pouvoir dans les institutions, qui entretiennent des milices à l'Est. Donc, la guerre, c'est un business. Et ils font l'argent en utilisant les groupes armés avec la complicité des Rwandais et des Ougandais. Donc, tout ce qu'on fait à l'Est du Congo passe par le Rwanda et l'Ouganda. Donc, s'il n'y avait pas de Congolais, ça n'allait pas se passer ainsi. Donc, le problème, moi, je dirais que c'est si on parvient à neutraliser toute cette mafia qui est à Kinshasa, les institutions, je pense que la guerre pourra peut-être prendre fin très rapidement. Parce que c'est eux, quand on prend des décisions pour neutraliser, ils sont les premiers à saboter. Je pense que le président Tshisekedi, aujourd'hui, il a toutes ces informations. Il connaît qui est qui. Donc, quand vous l'entendez dire ça, c'est une réalité. Vous savez, le capitalisme n'a jamais évolué là où il y a de l'ordre. Lisez l'histoire. Le capitalisme évolue, ou bien les capitalistes s'enrichissent, il y a de la confusion, il y a des guerres. Vous allez partir à Goma, même à Kinshasa aujourd'hui, vous verrez qu'on construit beaucoup de maisons. 5, 10 étages, des individus, généralement des militaires, des politiciens de l'Est. Vous partez à Goma, malgré la guerre, on construit. D'où vient l'argent? Et ça vient de quel salaire? Oui, non, je pense que la guerre a fait que tout le monde s'enrichit. Ça, c'est au niveau des militaires. Mais je pense que les présidents ont toutes les informations. Je pense qu'avec l'arrivée des Américains, ça va nous aider à mettre l'ordre à l'Est. Monsieur Freddy Lumumba, peut-être que ça sera là la dernière question pour vous laisser tranquille. Le président Tshisekedi, le président congolais, il est aussi président de l'Union africaine. Dans son allocution inaugurale, il a dit qu'il fallait mettre l'Union africaine au service des peuples. Alors, quand on regarde ce jour avec l'assassinat de cet ambassadeur qui est tout un symbole, est-ce qu'on peut mettre l'Union africaine au service des peuples quand dans sa propre maison, dans son propre Congo, il y a des assassinats pareils? Oui, je pense que lui-même, il a dit clairement, il ne peut pas aller à l'Union africaine s'il n'y a pas de l'ordre chez lui. Voilà pourquoi il a cassé la coalition FCC. Il est en train de mettre en place le front, comment on appelle ici, l'Union sacrée pour l'Union sacrée pour la nation. Oui. C'est pour sortir de ces carcans-là. Je pense qu'il est conscient des enjeux. Les Congolais, les Africains ont tant souffert. Nous sommes dans un tournant historique. Et la chance qu'on a eue que le président Tshisekedi, c'est un panafricaniste convaincu. Il est parti avec les peuples d'abord pour l'amener au niveau de l'Afrique. Les peuples africains d'abord. C'est ça la lecture qu'il faut faire. Maintenant, la grande difficulté est que beaucoup d'Africains ne comprennent pas l'essence de mettre l'Union africaine au service des peuples africains. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait un soubassement intellectuel pour soutenir son discours. Il faut que les médias s'y mêlent, il faut que les universités s'y mêlent pour qu'après une année, qu'on fasse les bilans, que les bilans soient positifs. Donc, s'il n'y a pas une organisation au niveau des médias africains, d'abord congolais, après congolais africains, s'il n'y a pas une organisation au niveau des universités congolaises et puis africaines, il sera très difficile que sa vision soit respectée. Et vous savez, les globalistes ne sont pas d'accord avec les peuples. Parce que dans la vision globaliste, les peuples ne doivent pas exister. On doit casser les peuples pour construire un monde global où ils peuvent contrôler. Donc, c'est ça les enjeux que les Africains doivent comprendre. Il faut en parler, il faut en discuter. Nous sommes dans un monde violent. Tout est question de rapport de force. Mais les Africains pensent que les autres viendront leur faire du bien et travailler à leur place. Donc, à travers le discours du chef de l'État, comme tu l'as dit,
Il y a des éléments importants sur lesquels il a insisté, selon mon analyse. D'abord, il a parlé, il faut se connecter à nos sources. Donc, il a mis au centre la Renaissance africaine. C'est très important. Et à la fin, il a cité la phrase de Kizerbo, historien burkinabé. Oui, oui. On ne développe pas l'Afrique, l'Afrique se développe. Ouais. Ça signifie qu'il y a une cassure, il y a un changement de paradigme. Vous avez des paradigmes de développement que l'Occident a mis en place depuis, je dirais un peu depuis 1885. Et vous avez en face les paradigmes de la Renaissance africaine. Les Africains ont pensé, dit non, ça fait plus de 100 ans, on nous a proposé des modèles, ça ne marche pas. Faisons maintenant, concevons nos propres modèles sur la base de notre culture, notre histoire, de façon qu'on soit capable de moderniser l'Afrique. C'est ça la question que je posais. Monsieur Freddy Mulumba, nous allons mettre fin à cette édition spéciale de la grande interview à l'occasion de l'assassinat de Lucha Atassiano, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, assassinat survenu dans le parc national de Virunga dans le Nord Kivu. Merci sincèrement, M. Freddy Mulumba. Nous allons vous revenir dans les jours qui viennent pour analyser et approfondir notre réflexion sur la situation politique au Congo, mais la situation géopolitique en général. Bonsoir chez vous, M. Freddy Mulumba. Bonsoir, cher ami. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre édition spéciale. Veuillez suivre, veuillez partager et surtout abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Mwambi International Network. Comme ça, vous